Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je suis aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence et je reçois Adja Idrissa Ba, qui est présidente d'Impact Jeunesse. Avec elle, on va parler de l'impact justement de l'économie africaine sur la jeunesse africaine, mais aussi du retrait de l'aide humanitaire américaine sur les communautés africaines et leur santé. Est-ce que ça fait peur à la jeunesse africaine de voir ce monde de choc, ce monde de crise politique, économique, environnementale? C'est une très bonne question parce qu'aujourd'hui, la jeunesse africaine est l'avenir du monde et la majeure partie de la population africaine est jeune. Et avec tout ce qui se passe dans le monde, les guerres, les crises, on peut compter en Ukraine, à Gaza ou encore en RDC. Aujourd'hui, la jeunesse se sent moins légitime parce que on prend moins en fait en compte la question des jeunes parce que nous sommes les plus victimes de toutes ces guerres. Parce que quand il y a une guerre en Ukraine, les migrants qui viennent en Europe sont moins considérés face aux migrants ukrainiens, donc surtout les migrants africains. Donc il y a une question de priorité dans ce sens-là, alors que nous sommes tous des jeunes, nous sommes tous des êtres humains et c'est important de considérer tout le monde au même niveau et ne pas prioriser une guerre face à une autre pendant que tout le monde est en train de mourir. Alors il y a les guerres qui sont depuis un certain nombre d'années qui frappent l'ensemble de l'humanité. Puis il y a aussi les guerres économiques, les guerres commerciales. Et en effet, l'Afrique, elle est recherchée pour la richesse de ses sous-sols en matières premières. Oui, c'est une triste réalité parce qu'aujourd'hui, l'Afrique est toujours considérée comme le gâteau à partager. Et quand je prends la Guinée, c'est quand même la deuxième puissance mondiale en termes de bauxite. Donc, on voit la Chine, la Russie, les grosses puissances européennes, américaines, toutes ces grosses puissances sont en guerre quasiment dans nos pays pour avoir la main sur tel pays, par exemple la RDC, on voit un peu ce qui se passe de ce côté. Donc vraiment, c'est triste de savoir que on continue encore sans valeur ajoutée sur nos matières premières à se partager nos mines, sachant que la jeunesse continue à périr parce que plus ils continuent à partager ce gâteau, la jeunesse continue à nourrir un désespoir dans leur vie et ils se retrouvent sans emploi et sans situation, sans accès aux soins, sans accès à l'éducation et on prend quasiment la fuite parce qu'on quitte les villages, on fait carrément un exode rural pour venir dans les villes et les villes sont remplis, donc il n'y a pas toutes les conditions possibles pour permettre à la jeunesse de s'épanouir. Donc on pour prend vous, la très fuite. clairement, il faut que les Africains s'occupent de leur sous-sol. Exactement. Et que la valeur ajoutée, la transformation du sous-sol reste en Afrique. Exactement. Cela va permettre aux États de remplir leur rôle face à la jeunesse, de construire des infrastructures, de permettre à la jeunesse de rester et de participer au développement de nos pays. Mais aujourd'hui, on prend la fuite, on migre vers la Méditerranée pour l'Europe ou encore vers Nicaragua pour les États-Unis parce qu'on n'a plus d'espoir à rester chez nous. Et il faut absolument que cela cesse, la fuite des cerveaux. Et donc, nos États doivent reprendre les choses en main, malgré, oui, tous les efforts qui sont en train d'être fournis, mais ce n'est pas encore gagné. Il y a la volonté au moins des dirigeants ou pas? Oui, quelquefois on montre la volonté, mais peut-être qu'il faut encore continuer parce que plus, vous savez, il y a un enjeu. Quand les États se positionnent d'une certaine manière, ils se voient un peu menacés par ces grosses puissances-là et il y a des décisions carrément qui sont prises de retirer les aides ou des accompagnements et donc qui sont un peu entre les deux. Donc c'est un peu difficile pour ces puissances-là, pour nos États, mais je pense qu'il faut reprendre les choses à main forte en regardant la jeunesse que nous sommes et ne pas nous léguer un mauvais héritage. Donc vous êtes pour une certaine souveraineté économique de l'Afrique, mais pas pour que l'Afrique se ferme totalement aux autres. Exactement, parce que tout est possible. Je pense que d'après ce qu'on a vu, d'après les expériences de certains pays, il est fort possible que nos États puissent être souverains
tout en étant ouvert aux autres puissances. C'est-à-dire, c'est du gagnant-gagnant. Faire en sorte qu'il y ait une valeur ajoutée dans tout ce qu'on fait, donc dans nos productions, que ce soit nos productions agricoles, que ce soit nos productions minières, qu'on ait des infrastructures de transformation de nos mines chez nous. Mais vu que les autres puissances ont encore besoin de l'Afrique, il faut absolument s'ouvrir au monde. Parce que quand on regarde la Chine, c'est comme ça, il fonctionne. Nous tous, nous utilisons des produits qui sont fabriqués en Chine et la Chine ne se ferme pas aux autres puissances pour dire les produits de chez nous sont chez nous, uniquement chez nous. Donc il faut absolument qu'il y ait ce gagnant-gagnant entre les autres puissances. Dans cette relation avec la France? Alors, dans les relations africaines et la France, je comprends tous ceux qui militent contre la France et c'est tout à fait raisonnable parce que pour le moment, le bon discours n'est pas encore passé. Du moment où... Alors, quel bon discours? Alors, le bon discours, c'est de montrer que la France, aujourd'hui, ne continue pas. Ce n'est pas une manipulation, parce qu'il faut qu'on sente la non-manipulation dans les discours et surtout qu'on voit nos États s'approprier de leur richesse. Parce que pour l'instant, on n'est pas propriétaire de nos propres richesses, même s'il y a quelques efforts qui sont faits, mais on n'est pas les propriétaires. Et la France a une position très forte, surtout dans les pays francophones. Et moi, je fais partie du CNDC. Je suis. C'est quoi le CNDC? Le CNDC, c'est le Conseil national de solidarité et de développement international. Je suis déléguée adjointe dans le groupe des personnalités étrangères pour tout ce qui est consultation en termes de politique étrangère, sur tout ce qui est financement étranger à travers l'Agence française de développement. Et donc, nous mettons en place des groupes de travail par rapport à nos pays, les urgences qu'il y a chez nous. Donc, la France se positionne bien, mais nous demandons à la France de ne pas arrêter les aides de développement, mais tout en continuant à négocier avec nos États et que chacun se sente souverain sur son territoire. Sauf que de manière générale, donc, on a le retrait des États-Unis à travers l'agence l'USAID, et on a des pays surendettés en Afrique et moins d'aide de la part des pays occidentaux. Oui, également, on est sur une phase très délicate parce que avec le positionnement des États-Unis et le retrait de ces fonds alloués à l'USAID, qui était vraiment d'une grosse aide pour les pays africains, et surtout quand je prends les questions de prise en charge de tout ce qui est VIH ou de palu et toutes les maladies préventives étaient vraiment prises en charge par ces institutions onusiennes. Mais aujourd'hui, il y a un impact fort. Donc, nous demandons à ce que, malgré le retrait des États-Unis, il faut absolument que les aides venant de l'Europe continuent et que ça ne s'arrête pas. Oui, mais elles diminuent. Oui, elles diminuent justement. Et ça, c'est un gros risque, c'est une menace. Parce que quand l'Europe décide aussi de diminuer les aides pendant que nous continuons à être pillés, ce n'est pas logique. Donc, il faut absolument continuer le temps de trouver cette transition pour nous, parce qu'il faut savoir que nos États veulent bien aussi leur autonomie et ne veulent pas aussi dépendre de ces institutions internationales, mais le temps de trouver la transition et la juste mesure, il faut que les aides continuent, sachant qu'il y a déjà la présence des institutions financières européennes dans nos pays. Alors concrètement, sur le retrait de l'USAID, qu'est-ce que vous avez vu ces derniers mois? Ces derniers mois, selon le ministère de la Santé guinéen, par exemple, je parle en connaissance de cause, on se plaint du fait que l'USAID s'est retiré. C'est très difficile pour les communautés d'avoir accès à tout ce qui est outils de dépistage des maladies transmissibles, notamment la drépanocytose, qui aujourd'hui près de 15 à 20% de la population, qui touche près de 15 à 20% de la population guinéenne. Et par rapport à tout ce qui est VIH, aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous rendez compte que la Guinée est face à une transition aussi minière, parce qu'on a notre programme Simandou 2040, et c'est un gros programme minier. Donc la population est vraiment menacée à ce moment-là, surtout dans les zones minières, par les questions de VIH,
des maladies sexuellement transmissibles. Donc, si les outils de dépistage sont quasiment impossibles, c'est l'accessibilité à ces outils, c'est carrément impossible, alors là, ça va prendre une certaine ampleur, parce qu'aujourd'hui, il faut remarquer, depuis l'intervention de ces institutions telles que l'USAID, ça a vraiment baissé. Et maintenant, on est à quasiment moins de 10% de la population qui est atteinte par le VIH. Et le chiffre risque vraiment de grimper, parce que c'est très cher. Apparemment, les outils sont très chers et la communauté n'a pas les moyens de s'en payer. L'État aussi ne peut pas prendre en charge tous les besoins des communautés. Parce qu'il faut rappeler que le ministère de la Santé a un budget de pas plus de 6% de l'Assemblée nationale. Donc, et la prise en charge de l'État, la prise en charge publique est très petite face aux besoins des communautés. Et je suppose que vous ressentez ça dans l'ensemble de l'Afrique, non, ce retour? Oui, c'est quasiment pareil, malgré qu'il y a certains pays quand même qui réussissent pour l'instant, depuis le retrait, qui essayent de s'autonomiser, de prendre à cœur et de dire, voilà, malgré votre retrait... Ils ont compensé. Oui, ils ont essayé de compenser, mais ça va être très difficile. Même la Guinée a quand même essayé de compenser par rapport à certains besoins, certains financements que l'USAID proposait aux communautés, mais cela ne va pas être long. C'est ça le souci, et il faut absolument que ça continue, le temps de trouver la bonne transition. Est-ce que ça a un impact sur les droits aussi des femmes, les droits des enfants, les droits de la jeunesse? Et justement, ça a un grand impact parce que les questions d'accessibilité au DSSR, donc tout ce qui est... C'est quoi le DSSR? Alors, c'est droit en santé sexuelle et reproductive, donc le planning familial, par rapport aux femmes, comment s'organiser. Et ces outils-là étaient vraiment... C'était des aides qui venaient des États-Unis, des fondations, des fondations américaines. Et si tout ça se stoppe, vous avez une idée un peu de ce qui va se passer. Et par rapport à l'accès des vaccins aussi. Merci beaucoup, Adja Idrissa Ba, pour vos réponses. L'invité de l'économie, c'est terminé. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir. Personne ne peut s'imaginer ce que c'est la barrière de Melilla, ce qu'on a vécu. Tu pouvais voir dans le regard de ces gens le désespoir, comme s'ils te disaient « laisse-moi passer ». 24 juin 2022, près de 2000 migrants prennent d'assaut la frontière militarisée entre le Maroc et l'enclave espagnole. Il y a beaucoup de risques sur le chemin. Si la police t'attrape, elle te renvoie vers ton pays. Matraques, bombes lacrymogènes et balles en caoutchouc. Ils sont asphyxiés, écrasés, emprisonnés. Certains même y trouveront la mort sans jamais qu'un bilan fiable soit établi. Le gouvernement espagnol et le gouvernement marocain se sont démenés pour qu'on ne sache rien. Tous deux nient tout usage de la force et incriminent les migrants. Une affaire rapidement classée. Billet retour à Melilla, l'enquête interdite, à voir sur France 24 et France24.com.